Bienvenue sur la TFM. Nous recevons aujourd'hui M. Ibrahima Dia, directeur général de MCA, Millennium Challenge Account, MCA Sénégal. M. Dia, merci d'être avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous le savez, l'MCA a connu beaucoup de péripéties. Si on vous demande aujourd'hui de faire au Sénégal l'historique de MCA, que direz-vous aux Sénégalais? Merci Alassane de cette invitation. Le MCA, comme son nom l'indique, c'est le Millennium Challenge Account. Ça veut dire un défi qui était un défi lancé, défi du millénaire. Un programme qui a été initié par le gouvernement des États-Unis. Quand on dit gouvernement, c'est aussi bien le Congrès que l'exécutif. Et puis soutenu par les deux partis. Donc c'est un programme bipartisan qui était destiné à des pays à faible revenu, à revenu moyen, aussi bien africains que d'Amérique latine et d'Asie et aussi d'Europe de l'Est. Qui devait être soutenu sous forme d'un plan Marshall, entre guillemets, comme cela a été fait pour l'Europe, pour les aider à sortir de la pauvreté et s'inscrire dans une dynamique de croissance durable, avec des ressources importantes. Mais aussi avec un changement complètement de paradigme, de philosophie, puisque avec l'analyse qui a été faite de l'aide publique au développement, il était ressorti que l'un des problèmes principaux, c'était d'abord que l'aide n'était pas substantielle, que c'était des prêts difficiles à rembourser, mais également que ce n'étaient pas les pays qui portaient leurs projets. Donc le MCA, ce défi-là qui était lancé, c'était de dire on peut donner des ressources importantes, donner l'initiative aux pays qu'ils assurent eux-mêmes le leadership de leur programme, qu'ils s'approprient leur programme, le ownership, et qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et à ce moment, c'est à eux de convaincre le fonds qui a été mis en place pour leur donner les ressources. Alors dans cette optique-là, le Sénégal, dès le 2004, a été éligible, dans le sens où les critères de base, c'était les critères de bonne gouvernance. Nous venions de sortir d'alternance politique avec des résultats extrêmement importants, comparé à beaucoup de pays, parce que c'est un phénomène de comparaison qui est fait, et on essaie de primer ceux qui sont les plus en avance. Nous avions des indicateurs extrêmement positifs, aussi bien sur l'éducation en termes d'investissement, sur la démocratie, sur la liberté de presse. Sur tous ces éléments-là, nous avions fait des pas importants. Et c'est cela qui faisait que le pays était éligible. Et donc, une fois que vous êtes éligible, c'est à vous de définir votre programme. C'était ça le défi. Le pays définit sur la base d'une analyse de ses problèmes, comment il peut faire un pas important en matière de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Et c'est en ce moment qu'effectivement, à partir de 2005, il y a eu un processus qui a été engagé pour définir une proposition de programme. C'est ce qu'ils appellent des concept papers. Le concept paper consiste à définir la vision que vous avez. Et une fois que vous avez la vision, on vous dit, OK, vous pouvez y aller pour le formuler, pour le rendre plus concret. Une fois que vous l'avez rendu plus concret et que vous avez une bonne évaluation des coûts, maintenant le MCC regarde, qui est notre homologue américain, donc l'organe américain qui s'occupe du programme, fait ce qu'on appelle des due diligence, c'est-à-dire regarde est-ce que votre projet tient la route sur le plan de la rentabilité économique, le retour sur investissement, est-ce que ça peut se faire dans les délais de 5 ans, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 ans, est-ce qu'il n'y a pas de risques environnementaux ou de population, et s'ils arrivent à être d'accord, et est-ce qu'ils ont l'argent aussi que vous demandez, c'est en ce moment qu'ils vous accordent les fonds. Alors nous, au Sénégal, on a fait tout ce processus avec des études de préfaisabilité. Avant de négocier, on a arrêté le programme. Pourquoi? Alors on l'a arrêté parce qu'il se trouvait qu'au même moment où on était en train d'avancer sur ce chemin, il y avait un autre programme parallèle qui se développait par un privé, donc avec des JAFSA, et qui était initié par le gouvernement aussi, le même gouvernement. Et donc ce projet devait s'installer à côté de là où on devait faire le projet avec le MCA. Et puisque c'est au pays qui a l'initiative, le projet appartient au pays, ils ont dû demander au pays de choisir. Est-ce qu'il faut laisser le projet privé ou bien le projet qui est public? Parce que l'argent qui est donné par le MCA, c'est de l'argent public, c'est de l'argent, c'est une subvention. Alors si les deux projets se mettent en place dans le même espace, ils ne sont pas rentables. Parce que le projet de Diamniadio, qu'est-ce qu'il s'agissait? Le projet de Diamniadio, c'était de créer une zone industrielle où en fait l'État devait faire les aménagements structurants, donc les routes, les structures, amener l'eau, l'électricité, niveler les parcelles et donner ça, lancer un appel d'offres et donner ça à un promoteur privé qui allait installer les unités d'usine. Puisqu'à l'époque, l'analyse que nous avions faite, c'était qu'il y avait beaucoup de possibilités d'installation d'usines au Sénégal, mais il n'y avait pas de terrain aménagé disponible pour les usines. Dakar était trop étroit. Et les gens ne veulent pas aller trop loin par rapport à la capitale, surtout parce qu'ils doivent exporter avec le port. Donc il fallait une zone qui n'est pas très loin du port. Et Diamniadio donnait tous ces avantages.
Donc, il fallait faire ce travail et attirer. Une fois que cela est fait, le promoteur devait attirer des entreprises qui devaient se délocaliser et s'installer dans la zone de Diamniadio. Alors, puisque le projet JAFSA faisait la même chose, ces deux projets allaient être en concurrence sur le même marché où ils devaient attirer des entreprises. Donc, il fallait faire un choix. Alors, ils ont demandé au gouvernement de faire un choix. Et le choix, c'était de dire on arrête et on laisse avec JAFSA faire son programme privé. Puisque d'ailleurs, quand il y a une possibilité d'avoir de l'argent privé, pourquoi utiliser l'argent public? Et donc, il fallait réutiliser l'argent dans quelque chose d'autre. Et donc, ils nous ont dit, alors c'est à vous de proposer autre chose. Et donc, dans leur logique de ownership, ils reconnaissaient quelque part la possibilité pour nous de revenir, bien que c'était gênant, bien qu'il y ait eu beaucoup de tollés, vous savez, c'était gênant d'arriver jusque-là et de se rendre compte qu'on fait quelque chose de parallèle sans que le partenaire ne soit au courant. Les Américains nous ont quand même donné la chance de faire un autre programme. Mais justement, il y avait eu trop de polémiques par rapport à ce premier processus. Beaucoup de Sénégalais pensaient que le Sénégal a perdu près de 600 milliards de francs CFA de dons donnés aux Américains parce qu'Abdoulaye Wade avait d'autres projets qui étaient peut-être moins 10 ans que les Américains. Et là, c'était l'argent public donné au Sénégal, alors là, c'était de l'argent privé. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des Sénégalais? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le programme, tel qu'il existe et tel qu'il est écrit, c'est 600 millions de dollars. Ça fait combien de francs CFA? Alors, 600 millions de dollars, c'est presque 400 milliards. C'est presque 300 milliards. De francs CFA. Ouais, si tu multiplies par 500, c'est 300 milliards. Donc les gens ont souvent confondu 600 millions de dollars et 600 milliards. C'était 600 millions de dollars. 629 millions de dollars pour être exact, tel qu'il était estimé à la phase où on a arrêté le programme. Et dans ces 629 millions de dollars, la moitié devait être financée par les MCC, c'est-à-dire autour de 300 millions et quelques de dollars. Donc beaucoup moins. Et le reste, c'est le privé qui devait le faire. Lorsqu'on aurait lancé le programme, le promoteur privé, c'était à lui de faire les bâtiments, de faire le niveau tertiaire et d'installer les gens. Et le reste, c'est les entreprises même qui vont s'installer, qui vont le faire. Donc c'est le programme dans sa vision globale qui était estimé à cela. Il y avait une partie que devait faire le MCC sous forme de dons. Dans notre requête, on avait demandé autour de 300 et quelques millions. Donc beaucoup moins que les 529 millions que nous avons eu après. Et le reste, c'était de l'argent qui devait venir de l'État du Sénégal, parce que l'État du Sénégal aussi devait faire un certain nombre de préalables. Et le reste devait être amené par le privé qui serait choisi après un appel d'offres. Donc voilà la réalité des faits sur ce qui s'est passé réellement sur ce programme en termes de ressources financières. Ce processus arrêté, il y a un autre qui est engagé, c'est l'MCA actuel qui est en cours. Combien de milliards ont été dégagés par le gouvernement américain par cet don aux Sénégalais et sur quoi travaille ce projet? Alors là, il faut préciser qu'effectivement, le MCC ne met pas un montant préétabli pour un pays. Chaque année, le gouvernement américain dégage un budget pour dire voilà cette année ce que j'ai comme argent. Alors à l'époque où on faisait Diamniadio, ils avaient à peu près 1 milliard de dollars disponibles chaque année à partage entre tous les pays éligibles. Et c'était pour ça que cette année, nous ne pouvions pas demander plus que les 300 millions puisqu'il y avait le Maroc, il y avait d'autres qui étaient là. L'année 2009 où on a fait notre projet, ça s'est trouvé être une année de crise économique si vous vous rappelez. Le MCC a diminué le montant, le Congrès a diminué le montant accordé pour ce don et c'était devenu 700 millions de dollars. Et sur ces 700 millions de dollars, le Sénégal était le seul pays cette année à pouvoir terminer son processus et à pouvoir déposer un programme accepté. Ce qui fait que nous avons eu le maximum de ces 700 millions, à savoir 529 millions de dollars. Donc c'était le seul programme accepté. Qui fait 240 milliards de francs CFA. Qui fait 270 milliards de francs CFA. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu l'opportunité, quand le gouvernement américain nous a dit on vous donne une dernière chance de proposer un programme, puisque une fois que vous avez préparé, vous avez raté, c'est toujours difficile d'ailleurs qu'on vous donne une seconde chance. Mais compte tenu de la place du Sénégal et de l'importance qu'il y a, on vous donne une dernière chance et vous avez un temps très court pour nous développer un autre concept, une autre vision. Et si on est confiant avec cette vision et qu'on a confiance à cela, nous pouvons y aller et vous soutenir. Et ils ont exigé au gouvernement de mettre en place une équipe avec high level, des gens avec un niveau élevé de capacité pour concevoir un nouveau programme. C'est en ce moment que nous avons mis en place cette équipe et nous avons travaillé sur le concept de pôle économique. Nous avons fait une analyse de la croissance économique et de la pauvreté au Sénégal. Et nous avons abouti ensemble, avec un processus participatif, beaucoup de discussions et d'échanges, à un consensus très large. Aussi bien avec la classe politique, parce que nous avons eu à l'époque à rencontrer CAP 21, nous avons rencontré chez Ahmad Dansokho le groupe Benno Siggil Sénégal, nous avons rencontré beaucoup d'acteurs de la société civile, du secteur privé, et nous sommes tombés au moins d'accord sur une chose,
le Sénégal atteint des limites de croissance et de développement parce que nous n'avons qu'un seul pôle économique, c'est Dakar. Et le fait de n'avoir qu'un pôle économique, Dakar, qui ne peut pas supporter la demande et la progression du développement, fait que nous ne pouvons pas sortir de la situation. Les secteurs sur lesquels la croissance était toujours accrochée sont des secteurs qui sont devenus complètement obsolètes, ne peuvent plus supporter les besoins, que ce soit la pêche, que ce soit le tourisme, que ce soit le port. On ne peut pas continuer à supporter les besoins de croissance avec ce pôle économique. Donc il faut développer d'autres pôles économiques. Il faut développer une autre vision, une vision d'avoir plusieurs pôles économiques. Cette vision de pôle économique, donc, c'est le concept que nous avons vendu. Et nous avons essayé de voir quels sont les pôles qu'on peut développer au Sénégal, sur la base de nos potentialités de chaque zone. En se disant que l'un des problèmes également au niveau de notre mental qui nous bloque, c'est que nous sommes tellement orientés vers l'exportation, en regardant tout le temps ce qu'on peut envoyer à l'Europe, que nous ne regardons pas du côté de l'Afrique, à l'intérieur et dans notre propre marché. Nous regardons tellement ce que les autres ont que nous ne regardons pas ce que nous avons. On est en train de se plaindre tout le temps que bon, on n'a pas de pétrole, on n'a pas ceci, alors que Dieu nous a donné des données factorielles sur lesquelles il faut réfléchir et voir comment on peut, à partir de ces ressources-là, développer le pays. Et exactement sur l'agriculture, sur l'aquaculture, sur la pêche continentale, sur le tourisme, nous avons énormément de potentialités. Mais où se trouvent ces potentialités? Nous avons donc fait une analyse des pôles économiques possibles au Sénégal. Nous avons défini 6. Le nord, tout le potentiel hydro-agricole, mais aussi les relations Wallo-Djeri dans cette partie. Nous avons toute la zone sylvopastorale. Nous avons le pôle est, avec tout ce qu'il y a comme mines et autres. Nous avons le pôle Casamance, nous avons le pôle centre et nous avons le pôle également de la frange ouest. À partir de ces pôles économiques, on a essayé de voir quels sont les facteurs sur lesquels on peut s'appuyer comme atout pour développer le pays. Et nous avons fait une analyse que nous avons donc présentée.